Du coup, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de DevOps, en plus particulier de GitOps. Et on va se concentrer sur un aspect bien particulier. On va se concentrer sur toutes les vérifications à faire avant de faire un load en prod et faire toutes les vérifications pour être sûr de rien casser. C'est là où j'embête Fabrice. Alors, en premier lieu, je pense que la moindre des politesses, c'est de se présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Fabrice Pipard, je travaille chez Amadeus. Je suis spécialisé dans tout ce qui est automatisation et CI/CD. Et ce que j'aime faire, c'est migrer des applications dans le cloud et aussi faire de la moto dans l'arrière-pays. On reparlera moto un peu plus tard. Et j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter mon collègue James. Donc, bonjour à tous, donc moi c'est James, je travaille avec Fabrice à Amadeus. Enfin, j'ai la chance de travailler loin de Fabrice surtout, au pied des Pyrénées, dans un petit village. Et principalement, moi je vais m'occuper de tout ce qui est problème opérationnel et un petit peu de sécurité. Donc, je ne vous le cache pas, j'adore embêter Fabrice. Vous allez voir ça dans la presse. D'abord Fabrice, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on fait un petit peu tous les deux à Amadeus? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Amadeus, bon, il y en a pas mal qui connaissent, je crois. Alors, on est une entreprise assez grosse, puisqu'on est plus de 18 000 personnes réparties dans le monde entier, puisqu'on est dans quasiment 200 pays. Donc, c'est une des grandes qualités d'Amadeus, du coup, largement multiculturel comme environnement de travail. Et on est une société qui travaille dans l'industrie du voyage. Donc, qui dit industrie du voyage dit compagnie aérienne, agence de voyage, aéroport, et on a même maintenant notre propre système de paiement. Et pour vous donner un ordre d'idée de la taille de nos opérations, donc on a l'habitude de dire que niveau nombre de TPS, le total d'Amadeus dépasse le nombre de TPS de Google sur leur page de search. Donc c'est notable. Et pour ceux d'entre vous qui sont venus à la conférence en avion, il y a de très fortes chances que vous ayez utilisé un de nos systèmes sur le chemin. Et si vous êtes venu hier aussi. Hein. Ouais. Et pour le nombre de voyageurs aussi, on peut dire que chaque jour, on traite 4 millions de voyages. Donc c'est une grosse échelle. Donc voilà pour Amadeus. Maintenant, on va parler un petit peu de GitOps. On a eu la chance de faire un talk similaire l'année dernière qui parlait de GitOps. Cette année, je le redis, ça sera différent, on parlera de sujets différents, mais on a eu la chance de venir l'année dernière et de vous parler de GitOps. C'était plutôt bien passé, James. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'étais super content de ta présentation. J'avais pas mal compris. Ça m'a permis de parler avec les autres opérateurs. Et franchement, j'ai pu me la péter un peu aussi. J'ai pu dire que j'étais devenu un spécialiste GitOps. Ouais. Donc carrément, l'opérateur qui est un spécialiste de GitOps. Bon, dans ce cas-là, tu sais quoi, si tu penses vraiment être un spécialiste, ce qu'on va faire, c'est que les slides que je devais présenter juste après, tu vas les présenter toi. Hein. Ça sera encore mieux. Ça va être une sorte d'interrogation orale. T'abuses un peu? Ouais, bon. Okay. Ouais, tu te la pètes. Hein. Attends, je vais le tourner comme ça, je vais tricher, hein, les gars. Ouais, ok, bon. Si tu veux. Alors, GitOps. Vas-y, je t'écoute. Ah oui, c'est bon, c'est facile. Tout débute avec l'ADN. Alors, on va parler d'ADN. Quand on déploie avec GitOps, il va falloir définir d'abord qu'est-ce qu'on veut déployer. Donc, nous, on travaille avec des applications. Il va falloir être assez précis pour définir tout ce que contient notre application. Donc, c'est un petit peu comme l'ADN dans les cellules du corps humain. Il va falloir qu'on ait un plan qui puisse construire les mains, les yeux, la tête, etc. pour avoir un corps à peu près bien fait et éviter de faire des erreurs. Ce plan, cet ADN, en fait, cette définition de l'application, dans un modèle GitOps, il s'avère qu'on va venir la stocker quelque part, parce qu'il faut bien. Et ce quelque part, ça va être Git. Alors, Git n'est pas choisi par hasard. Git est un standard. Ça va nous permettre de mettre en place des processus de flow assez standards, donc dans lesquels on va pouvoir avoir des processus de proposition. Donc, quand on va typiquement générer une pull request, puis on va faire un processus de revue sur cette pull request pour aboutir à un approval. Et à la fin, bien sûr, l'action finale est l'action que vous connaissez tous, qui est de merger. Alors, des fois, on veut merger un petit peu trop vite, de façon à ce que l'application se retrouve déployée en production, par exemple. Alors, c'est très pratique parce que c'est standard, et ça, je l'ai déjà dit. Mais surtout, ça va être un espace collaboratif assez sympa. Donc, par exemple, ça va m'éviter de passer des heures au téléphone avec toi, Fabrice. On va plutôt faire ça de manière asynchrone. Pour le bien de tous.
Et au niveau de la collaboration, c'est un peu notre nouveau réseau social interne Amadeus. Hein. C'est là où on échange maintenant. Ouais, en effet. Donc, bon, bah, je crois que tu as bien résumé l'intérêt d'utiliser Git pour les opérations, surtout l'aspect ADN, d'avoir le plan, la description, le modèle déclaratif. Donc ça, c'est la partie super importante pour pouvoir comparer en permanence à comment on veut que soit notre prod. Et le fait que ça doit être exhaustif. Donc, OK, tu as bon sur ce point-là. On a les infos dans Git, on a l'ADN dans Git, on en fait quoi? Ah oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dans Git? C'est pas suffisant, hein, ça ne fait pas un déploiement tout seul. Pour ça, il va y avoir des webhooks, donc qu'on soit sur Bitbucket ou sur GitOps, enfin peu importe. Et nous, on va avoir une automatisation qui va venir se déclencher. Et il s'avère que cette automatisation, aujourd'hui, nous, on l'a fait à base de Jenkins. Alors, c'est peut-être pas parfait, peut-être qu'on va changer. Mais néanmoins, Jenkins, c'est une très bonne façon de débuter donc, le processus de déploiement. On va en profiter pour faire des choses diverses et variées. Donc, c'est assez versatile, hein, ça nous permet de faire un petit peu de tout. Et là aussi, en fait, on est sur du standard. On n'a pas reformé les gens, on est sur une technologie tout à fait basique. Alors, le but de tout ça, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on va avoir un feedback loop direct au niveau de la soumission de la pull request. Donc, on va voir ce qu'on fait peut-être un petit peu après, mais il va falloir, sur la création de la pull request, avoir un certain nombre d'événements qui reviennent à l'utilisateur qui la soumet. Et l'idée, c'est de l'aider à travailler. Donc, principalement, on va s'en servir pour éviter de faire certains types d'erreurs. Je crois voir ce que tu veux dire. OK, on utilise Jenkins pour toute l'automatisation, c'est cool. On fait quoi comme check? Alors, tu devrais le savoir parce que là, c'est moi qui t'ai envoyé les Ouais, requirements il me pour les semble. faire. Donc moi, je me souviens l'avoir implémenté. Toi, est-ce que tu te souviens des requirements que tu m'avais envoyés? Alors oui, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, on va faire un certain nombre de checks déjà très basiques. On peut vérifier par exemple de la syntaxe, mais on peut faire des tests un petit peu plus poussés. Donc par exemple, il va y avoir des tests qui sont liés à de la sécurité. Est-ce que mon artefact est bon pour aller en prod ou pas? Est-ce que j'ai un no-go? Il va y avoir certains tests opérationnels. Donc est-ce que j'ai le droit de déployer? Est-ce que en fait la capacité est prête pour déployer, par exemple? Et puis on peut avoir aussi des freezes, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ouais, on en reparle après. Et puis, bien sûr, j'arrête pas de dire et puis, mais plein de choses. De l'audit trail, donc le fait d'avoir une traçabilité importante, ça c'est une partie qui est importante pour moi. Bref, je vais résumer ça rapidement. En fait, on fait du gatekeeping. Vous avez tous des boards peut-être, hein, donc on déploie tous dans des systèmes de production un petit peu sensibles, donc on passe très souvent via des boards avec des approvals. C'est une partie un peu pénible de notre boulot. Et on va pas se le cacher. Ouais. voilà, avoir ce feedback loop qui revient et ces checks qui sont automatisés nous permet de passer moins de temps ensemble. Et on s'en porte que mieux. Donc on gagne du temps, Voilà. comme d'habitude, hein, l'automatisation, toujours les mêmes bénéfices, on gagne du temps et c'est plus fiable. Donc OK, c'est vrai. Donc on a toutes les vérifications, t'as bon là-dessus, James. Il faut peut-être qu'on déploie à un moment, peut-être, non? Alors, ouais. Alors, tu sais que moi, j'aime pas trop. Hein. J'aime bien les trucs stables, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut y aller. Bon, alors, comment ça se passe? Nous, avec Fabrice, on travaille sur des applications. Donc, concrètement, je prends mon exemple, on va déployer dans des clusters Kubernetes. Donc, en fait, on parle de déployer des applications. Donc, ça peut être des namespaces avec des objets de config, donc les config maps, les routes, etc. Et aussi, bien sûr, les déploiements. Alors, notre principal acteur qui va nous aider à déployer, c'est un ami qu'on a. Alors, en principe, on a un petit voilà, le dieu du déploiement. Il y a d'autres dieux, mais celui-là, il est sympa, nous on l'aime bien en tout cas. C'est Argo CD. On va espérer qu'il nous porte chance pour la démo. Ouais. Voilà, donc, alors, on n'est pas là pour faire de la pub, mais je vous recommande quand même, si vous n'utilisez pas Argo CD et vous voulez jeter un œil à ce que ça fait, faites-le, parce que nous, ça nous a bien aidé. Voilà. Donc Argo CD, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir en fait prendre l'ADN qu'on a dans le Git, il va venir du coup créer tous les objets dont je viens de parler, les namespaces et les déploiements. C'est standard. C'est entièrement compatible avec le modèle GitOps, hein, on est sur un pool modèle. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça va permettre de faire un peu de résilience aussi, en venant auto-réparer des choses quand des gens, j'appelle ça jardiner, les gens qui se connectent à la prod et qui font un petit changement, mais qui n'est pas committé. On a ici quelque chose qui nous permet de traiter ça. Donc c'est bien ça, James. Tu as raison d'insister sur le fonctionnement de base d'Argo qui compare en permanence ce qu'il y a dans Git et ce qu'il y a dans la prod, ou tout autre système d'ailleurs, et qui l'aligne en permanence. Donc ça, c'est la beauté d'Argo. Donc OK, tu as juste encore ce coup-ci. On déploie peut-être pas que des applications, non? Alors c'est vrai, là, je fais un peu focus,
parce qu'on parle des applications que nous on déploie, mais il y a d'autres groupes. Il y a des gens qui sont à la salle qu'on connaît bien, des gens de middleware chez nous qui vont par exemple construire les clusters. Donc en fait, on va utiliser aussi le modèle GitOps pour venir construire les passes, venir les déployer dans les différentes régions. Et pour ça, donc, on va utiliser d'autres types d'automatisation. Donc, des fois, c'est du standard, des fois, c'est du homemade à l'intérieur d'Amadeus aussi. Par exemple, on va venir intégrer avec des scripts Terragrant, Terraform pour faire la partie infrastructure. Mais on va aussi pouvoir faire un petit peu de sécurité. Par exemple, on va pouvoir avoir un système déclaratif GitOps qu'on va utiliser aussi pour mettre à jour nos firewalls, donc faire toutes les règles de sécurité. En fait, ce modèle GitOps qu'on a en place nous permet de faire des choses très variées. Eh ben, écoute, contre toute attente, je m'attendais à ça d'un développeur, de savoir exactement ce qu'est GitOps, mais de la part d'un opérateur, pas trop. Donc, bah écoute, bien joué. T'as bon là-dessus, t'es pas trop raté. C'est ça. Merci pour le challenge en tout cas. Et on va inverser un petit peu les rôles, Fabrice. C'est-à-dire que la partie où moi je présente ce que j'attends en tant qu'opérateur, les points cruciaux du modèle GitOps qui sont importants, j'aimerais que tu les résumes un petit peu pour tout le monde là. Ok, donc je vais essayer. Voilà. Ça va être un peu dur pour moi, mais pour mon ego surtout, de me mettre dans la peau d'un opérateur. Et je vais essayer de lister tous ces requirements que tu m'as cités. Ok, donc alors je commence par le premier, la traçabilité. Tu as vachement insisté. Pour un opérateur, la traçabilité, c'est super important. Il faut savoir tout ce qui a été changé. Bon, alors pour ça, facile. Hein, avec Git, la traçabilité, c'est pas un problème. Tu veux savoir qui c'est qui a fait le changement, tu fais git blame. Tu veux savoir qu'est-ce qui a été changé, tu fais un git diff. Tu veux savoir toute l'histoire des changements qui ont été faits pour arriver à la situation actuelle. Tu regardes la liste des commits et là, tu es clair sur tout ce qui s'est passé. Donc, c'est partie intégrante de Git, la traçabilité. Donc ça, ton requirement, facile avec GitOps. On est d'accord. Ensuite, l'autre point qui t'importe, c'est la résilience. Donc, tu veux être tranquille, en fait. Tu veux quand il y a un problème, ça se répare tout seul. Bon, ok. Ça aussi, on l'a vu, notamment avec Argo CD, et ça fait partie de tout ce qui est réellement GitOps. Il y a la comparaison permanente entre ce qui est dans Git et ce qui est dans la production. Donc si notre production, c'est une moto et qu'on veut qu'elle ressemble à ça, Argo CD en permanence, il va chercher à comparer. Si d'un coup, la moto, on ne sait pas pourquoi, elle se met à ressembler à ça, vu qu'il est toujours en train de comparer, il va ressortir le plan qu'il avait dans Git, il va comparer, s'apercevoir que c'est plus la bonne image et se réparer. Il va réparer la moto directement. Ça te plaît beaucoup, ça s'appelle le self-healing, et ça te plaît parce que ça t'évite d'être appelé à 3 heures du matin au milieu de la nuit, et ça te permet de dormir tranquillement. Et comme on a l'habitude de dire, James, un bon opérateur est un opérateur... est un opérateur qui dort. Ouais. Faites-le aussi pour vos opérateurs. Des nuits soyez cool avec eux, laissez-le dormir la nuit. Donc, le self-healing, Argo CD nous fournit ça, GitOps nous fournit ça, c'est cool. L'autre truc que tu voulais avoir, c'est que malheureusement, il y a des fois, on se trompe quand même. Et ça se passe mal. Et peut-être que tout simplement, on a fait un changement qui n'est pas le bon. Donc, si on a demandé à ce que la moto elle soit verte, alors que en fait, notre client il veut que la moto soit noire, Git revert. Git revert, de ce point de vue-là, ça marche à tous les coups. Vu qu'on a l'intégralité de l'ADN, c'est là où c'est important, la définition complète de comment est notre application en prod dans Git, si on revient à la version juste avant, on va revenir exactement à l'état d'avant. Donc, on va revenir exactement à la moto avec la bonne couleur et ta production qui se remet à marcher. Donc ça, il me semble que ça remplit l'ensemble de tes requirements les plus importants en tant qu'opérateur. Donc, je crois que c'est pour ça que tu as bien aimé la migration à GitOps. Tu as bien aimé que ce soit simple. Tu as bien aimé qu'on ait la traçabilité complète. Tu as bien aimé que ce soit résilient, qu'il n'y ait pas besoin de se réveiller la nuit. Et tu as bien aimé de pouvoir ramener la prod à un état stable à tout moment. Plutôt pas mal, non ? Alors, plutôt pas mal, plutôt même très bien. Et je confirme, en fait, ça a été une des raisons du succès de la migration l'année dernière. Alors, là, c'est la fin du petit récap. Mais moi, ce que j'aime particulièrement quand on fait les présentations ensemble, c'est que tu me fais toujours la petite surprise de faire une démo un peu sympa. Ouais, j'ai préparé ça encore. Pour voir un petit peu la bête en action. Voilà. Du coup, tout le monde attend. Allez, c'est parti. Vous pouvez m'entendre encore à peu près, ouais. Pas très naturel, mais ça marche quand même. Alors, je vais me loguer aussi. Hein. Alors, donc ouais, en effet, je t'ai préparé une petite démo. Vous entendez là ? Ou ça ouais, c'est bon. Donc je t'ai préparé une petite démo, je t'ai préparé une petite pull request. Tu vois, un truc de rien du tout. On a juste changé une petite version de patch.
Derrière, ça fait rien en fait, ça change juste des valeurs par défaut. T'inquiète, de toute façon, ces valeurs par défaut, elles sont surimplémentées sur chacun de nos clients. Donc, grosso modo, ça change rien. Donc, je t'ai fait une pull request qui change rien, ça sera nickel pour la démo. Tu veux bien me l'approuver vite fait? Alors effectivement, je me penche dessus. Elle est quand même super simple cette pull request, on est Ouais, tous ça va. d'accord. Hein. Là pour Git, pour faire la revue Git, c'est quand même simple. Hein. Plutôt vite. Ça, on aime. Ouais. Alors, je me mets en approver, voilà. Et puis écoute, pour moi tout est bon. Je te donne un go officiel. Hein. Ouais, voilà. Un approval officiel dans le flow. J'attends qu'il s'affiche là. Allez, je rafraîchis. Je suis pas patient. Voilà. Je suis pas patient, je merge. Voilà. Allez, c'est parti pour un petit changement. Et là, c'est le moment où on prie avec Fabrice. Alors, je vous ai expliqué comment ça marche. Ce qui se passe, c'est que ça va déclencher un Jenkins derrière. Là, donc, il y a Git, il y a un webhook. Jenkins écoute les webhooks et ça y est, ça déclenche le build. Bon, vous ne devez pas être impressionné par ça. Hein. Éventuellement, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe derrière. Donc, les étapes qu'il y a dans Jenkins, on vous a dit qu'on faisait toute une série de vérifications dans Jenkins. Donc, la première étape à faire, c'est le checkout de Git. Hein. On a dit qu'il y avait l'ADN. Donc, pour savoir le changement et vérifier si le changement est bon, il faut checkout. Donc, ça, checkout dans Git. Et ensuite, ça va faire toute une série de vérifications. Donc, parmi les vérifications, donc la première, Hydrate, là, on en reparlera un peu plus tard. Mais ensuite, il y a Sanity Check. Alors, Sanity Check, par exemple, on va prendre tous les fichiers qu'il y a dans Git et on va, si c'est des YAML, par exemple, regarder l'indentation, est-ce qu'elle est bonne? J'aimerais bien savoir qui ici n'a jamais fait d'erreur d'indentation en YAML. Donc, on vérifie ça. Et toutes les erreurs classiques qu'on peut faire, du coup, avec l'expérience, on a rajouté un certain nombre de checks. Ensuite, on a des checks sur les labels. On est dans Kubernetes, on met des labels sur tous nos objets, histoire de savoir à qui ils appartiennent, qui va payer pour celui-là. S'il y a un on-call, quand il y a un problème, bon, nous, ça ne nous arrive jamais, mais s'il y a un on-call, qui sait qui doit répondre, etc. Ensuite, on va calculer l'impact. Donc, en fonction du changement, on va regarder un peu précisément et on va trouver quel client ça touche, quel système ça touche. Et en fonction de ça, on va déterminer s'il y a un freeze. Donc le freeze, c'est par exemple, actuellement, on est en période de Jeux Olympiques, on a une compagnie aérienne dont on ne donnera pas le nom, qu'on appellera FlyJO, qui nous a demandé par exemple de ne surtout pas avoir changement en ce moment parce qu'ils sont en plein dans les Jeux Olympiques. Et vous l'avez vu, ici, il y a Argo CD qui s'est déclenché. Ça, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est bon, on est tout OK. Donc, on déclenche Argo CD. On crée un ticket dans notre système de tickets pour la traçabilité. On a toutes les informations qu'on a calculées. Et ensuite, on a Argo CD qui se déclenche. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. On a Argo CD qui a reçu l'information, qui vient de finir d'ailleurs. Je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé, ce qu'il y a derrière. Donc, on reprend, on va sur Argo CD. Donc là, c'est une vue d'Argo CD. Je vais aller sur une. Tiens, je vais aller sur le client dont je parlais là. On va donner le nom, on va aller voir son déploiement. Donc là, c'est des Helm charts. Donc ça, c'est la vue la plus classique sur Argo CD. On a ici un Helm chart qui est un packaging d'applications dans Kubernetes. Et on a tout ce qu'il y a dessous, donc tout ce qui est packagé dans l'application. Donc on va avoir ici le déploiement, donc la liste de tous les serveurs. Et le load balancing entre les différentes instances du serveur. Et ici, la partie routing, avec donc le DNS qui va nous amener jusqu'au serveur. Fabrice ? Ouais, tu vois la même chose que moi? Ouais, le pod qui démarre pas, c'est quoi? Ouais, il n'y a pas de pod là à droite. Donc, il manque des trucs. Attends, je vais juste une vérif vite fait. Donc, ça, c'est le client FlyJO. Hein. On le reconnaît bien. Ouais, c'est pas top. Et la démo? Non, c'était la prod là que je montrais du coup. Pardon? Ouais, nos opérateurs ils sont allemands. Ouais, comme l'année dernière. À Riviera encore, je confirme. C'est pété. Ouais, c'est pété. Exact. C'est Fabrice, hein, oui. Là, c'est lui qui a mergé. Alors, on l'a vu, c'était labellisé. Au niveau de l'audit, on était bon. Hein. Ouais. La recovery, oui, bien sûr. La recovery. Fabrice, est-ce que tu peux reverter le changement? En revert. On va s'en occuper. Je l'ai scripté. Oui, vous inquiétez pas, je vais lui taper dessus. Oui, fort. Très, très, très fort. Ouais. À bientôt. Donc là, c'est revert. On est un peu mal. Ouais, il y a. C'est pas exactement ce qui était prévu. Attends, je reviens. Attends, il est où ma fenêtre? Je suis un peu perdu là, c'est le stress. Attends, elle est où ma fenêtre? Ah, elle est là, mais elle est cachée. Ça, c'est le stress au niveau du. C'est pour ça que les procédures de fallback sont importantes. Hein. Donc là, ça a redémarré le déploiement du changement. Donc c'est en cours. Ouais, c'est en cours. Alors, pendant que ça reverte, moi j'aimerais un petit peu mieux comprendre, parce que du coup là on a planté la démo, Fabrice. Ouais, on a planté la prod. Ouais.
Donc reprenons ça. Bah regarde, ça c'est le changement. Franchement, ça peut pas être moi qui ai planté le truc. Moi j'ai juste changé une version de patch. Attends. Il n'y avait rien derrière. Je te dis, c'est des valeurs par défaut qui sont overridées. On va reprendre. Ouais. Vas-y. Alors, on est sur du Argo CD. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, donc on a Argo CD, on a juste changé le numéro de version. Au final, on va avoir des customizations qui vont pointer vers du coup des templates. Ouais. Voilà, celui-là. Et puis le template va utiliser des valeurs. Et il s'avère que cette valeur-là, c'est celle que tu as changée dans ta pull request. C'est ça. Juste un changement de version. C'est ça. Alors pour comprendre l'impact, pourquoi en fait, ça s'est mal passé, on va revenir du coup sur le template. Ouais. Mince. Du coup, le template, il n'est pas dans Git, lui. Non, c'est un Helm-chart, il est stocké dans notre repository. Donc vas-y, télécharge-le. Alors du coup, on a la version, on va le télécharger. En fait, je vais le télécharger 2 fois du coup, pour les 2 versions, on va essayer de les comparer. Alors du coup, je les récupère en local sur mon disque dur. Je vais faire une comparaison de ce fichier-là, c'est celui que tu m'avais dit que tu avais modifié aussi. Ouais. Fabrice, c'est évident, mais c'est marrant, on a planté que FlyJo, c'est sûr? Non, mais ça c'est... Ok, j'ai changé la valeur par défaut, mais je t'ai dit, on override sur tous nos clients. On l'override, donc de toute façon, cette valeur-là, elle n'est pas utilisée. Regarde, je te montre. T'inquiète pas. Ça, c'est tous nos clients. Regarde. À chaque fois, on override, on met une valeur 2. Donc, c'était juste pour la valeur par défaut que j'ai changé. Alors, chocolatine, c'est bon, effectivement. Riviera, FlyJo, regarde, Fabrice. Ouais. Il n'y a pas que les erreurs d'annotation. Regarde, tu as fait une typo. J'ai écrit réplica au lieu de réplica 40. Donc, forcément, on n'a pas planté les autres clients qui eux étaient bons. Ouais, et là, ça a utilisé la valeur par défaut. Parce que cette valeur, elle était reportée dans le Git initial. Ah ouais. C'est dommage. Ouais. Alors, c'est sans doute pour ça, du coup, ouais. Alors, je suis pas très content et puis j'ai un peu des nœuds dans la tête là. Honnêtement, Fabrice, moi je me suis dit GitOps, j'étais content, hein, c'était super simple à revoir. Censé être et cool. Puis j'ai l'impression qu'en fait c'est pas si simple que ça. La revue du changement, ouais, c'était pas facile. Ouais. Bon, écoute, alors recovery, est-ce que tu pourrais déjà me confirmer que la recovery est faite? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire les Jeux Olympiques en France cette année? Suspense. Oui. Oui, au moins à ce niveau-là. Oui, c'est bon. Voilà. Déjà, la recovery, c'est bon. Donc ça, c'est le plus important. Hein. Maintenant, on a le temps de regarder la suite. Ouais. Alors, Fabrice, je suis désolé de te le dire, hein, mais tu sais ce qu'on fait après une recovery? Oh non! Eh oui. Un post-mortem. Exactement. C'est ça. On revoit tout ce qui s'est mal passé. Ouais. Et on explique pourquoi maintenant, il va falloir faire des trucs pour faire mieux. C'est ça. Alors, initialement, je voulais appeler cette présentation post-mortem, mais je sais qu'il n'y aurait personne. Non, tout le monde est chaud. Est-ce que tout le monde veut faire un post-mortem avec nous? Ouais. On s'attendait pas à ce genre de réaction. J'avais prévu une autre phrase. Merci. Et donc, finalement, tu as peut-être raison, il y a peut-être plus d'opérateurs que de développeurs. D'habitude, ils font la gueule quand on demande ça. Je les ai payés en entrant. Bon, allons-y. On va revoir le process actuel. Alors, exactement. Vas-y, redis-nous tous les requirements que tu veux avoir quand on fait un load en prod. On va revoir ça. Je vais essayer d'être bien pénible. Ouais, c'est facile. Donc, on va reprendre la base. On est sur un modèle GitOps. Donc, très simplement, on va avoir une pull request qu'on va vouloir mener jusqu'en production. Donc, juste faire une revue, un merge. Alors, il doit y avoir des étapes importantes qui vont arriver ici, entre le moment où on revoit la pull request et on merge, et le moment où elle est mergée et c'est en cours de déploiement en production. Alors, je te propose de juste reprendre un petit peu les concepts de base. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, tout d'abord, quand on crée l'APR, il faut que le build status soit toujours à jour. Ça, c'est très important. Et honnêtement, Fabrice... C'était bon, il était vert, là. Alors, c'est pour ça que j'ai autorisé aussi, mais j'aurais préféré là qu'il soit rouge. Ah, peut-être, ouais. On verra un petit peu après, mais le statut n'était pas bon. OK. Quand on crée la pull request, alors il y a des choses qui se sont bien passées. Vous l'avez vu dans le système de build, nous on fait des notifications pour la traçabilité. On a loadé, on a eu des alertes qui se sont déclenchées, les opérateurs ont vu directement grâce au système de label qu'il y avait le record et ils m'ont appelé à moi, vous l'avez vu. Ça a été très rapide, je parle dans le micro, c'est mieux. Ça marche. Ouais. Et ça marche, voilà. Ce qu'on doit faire aussi au niveau de la pull request, c'est être sûr de l'impact. Et là, clairement, Fabrice, on l'a vu, hein, on ne peut pas cacher. Au niveau de l'impact, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. On ne pensait pas toucher ce client, ouais. Donc on n'a pas bien détecté ça, peut-être. Exactement. Ouais. Après l'impact, il y a aussi le type de changement. Là, moi, j'ai été mislead, hein, un petit anglicisme, j'aime bien. On n'était pas sur une démo déploiement, en fait, on était sur une production de déploiement. Et ça, chez la prod, alors qu'on ne pensait pas, ouais, c'est pas une bonne idée. Bon, après, bien sûr, il y a la revue. Ça l'a fait, c'est bon. Ouais, je l'ai fait, mais j'ai trouvé ça compliqué, Fabrice. J'ai dû la refaire après et j'ai encore des nœuds dans la tête. Donc, je ne suis pas satisfait. Et après, bien sûr, bon, j'ai quand même donné l'approval. Donc là, on ne peut pas dire qu'on était foncièrement faux sur le flow GitOps. En fait, on était bien. On fait le merge. Donc, en principe, ce que j'aurais aimé voir, hein, c'est ça.
C'est un test supplémentaire, un check qui m'aurait empêché de déployer pour FlyJo. Bon, il n'était pas là. Et puis, bon, impact, quoi. Ouais. Pour ce qui vient après l'APR, après le merge, là, j'ai l'impression qu'on n'était pas si mal. Alors, bien sûr, j'aurais préféré que ce soit déployé et testé en avance. Mais là, Fabrice, je pense que tu es en train de travailler sur un truc et je ne vais pas trop t'embêter avec ça. Ouais, en effet, je vais t'amener un truc dans pas longtemps là. On va amener Argo Rollout. Argo Rollout, c'est vraiment génial. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, quand il y a le chargement en prod, automatiquement, pendant qu'il est en train de le faire, il vérifie, par exemple, parmi d'autres trucs, il peut vérifier les métriques Prometheus. Donc du coup, il vérifie vos métriques Prometheus, il vérifie que l'application est toujours en bonne santé. Alors là, en l'occurrence, on se serait tapé des 404, c'était pas exactement ce qu'on. Il s'en serait aperçu que ça allait pas. Et du coup, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait fait automatiquement un rollback. On serait revenu automatiquement, sans même avoir à intervenir, à faire nous un revert, il serait revenu automatiquement au statut précédent. Donc ça aurait été cool, mais je te l'amène dans pas longtemps, hein. Mais regarde, pour le moment, on a fait un autre truc, on a fait le dernier rempart, le fallback. Voilà, on a fait le fallback. Celui-là, on ne peut pas dire qu'il soit mal passé. Enfin, effectivement, c'est malheureux, hein, mais ça reste très important. On avait présenté ça déjà un petit peu l'année dernière. Et la traçabilité, l'autodidabilité fait que, en fait, derrière, on est capable de faire facilement un fallback. Et ça, on l'a vu, ça marche bien. Alors, on préfère voilà quand ça n'arrive pas, mais voilà. Moi, j'ai l'impression que la plupart des problèmes qu'on a eu aujourd'hui étaient plutôt là. Voilà. Donc on est dans un post-mortem. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui ne va pas là? Bah alors maintenant, je vais te montrer dans tous ces éléments-là, comment est-ce qu'on les a implémentés. Alors tout ça, on l'a, hein, James. Hein. Ok, ça s'est pas bien passé aujourd'hui, mais tous ces systèmes-là, on les a. Je vous disais tout à l'heure, on les a, on a implémenté toute une série d'automatisations avec Jenkins. Donc dans Jenkins, on a là, on a tous les éléments que James voulait avoir. Je vais vous montrer comment. Donc pour ça, je vais tourner un peu une métaphore et on va dire, puisqu'on est dans l'industrie du voyage, on va dire que c'est un road trip. Notre load en prod est un road trip. Alors si notre load en prod est un road trip, comment est-ce que ça se passe un road trip? Première chose, on rentre l'info dans le GPS. Donc on rentre le roadbook. Pour un changement en prod, c'est un ticket, donc ça c'est notre vieux système de tickets. On obtient quand même malgré tout les éléments de base, un numéro de ticket dans lequel on va rentrer toutes les informations. Donc comme le GPS nous dit, ça y est, j'ai un voyage. Ok, c'est parti. On va calculer l'impact. Le GPS, la première chose qu'il va faire, c'est calculer l'itinéraire, par où on va passer. Donc ça, c'est ce qu'on fait avant le load en prod aussi. On calcule les clients qui sont touchés, les systèmes qu'on va utiliser, pour savoir exactement par où on passe. Et on note ça dans le ticket. Deuxième élément, le GPS, on va lui préciser quel type de voyage on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un voyage touristique par les jolies routes ou on veut faire un voyage le plus rapide possible par l'autoroute? Donc ça, c'est est-ce que c'est un load en test? Est-ce que c'est un load en prod avec donc du coup des contraintes un peu différentes? Donc, comme je vous disais, là, c'est notre système maison de tickets. On va remplacer ça par ServiceNow dans pas longtemps. Je pourrais faire des copies d'écran vachement plus jolies. Alors, ensuite, planification du voyage. Si je veux faire mon voyage, je vais essayer de dire est-ce que je veux le faire maintenant? Est-ce que je veux le faire pendant la nuit, à la fraîche? Est-ce que je veux le faire le matin? Ou est-ce que pour aller chez James à Saint-Gaudin, je veux faire ça l'après-midi? Comme ça, j'arrive vers 6 h pour l'apéro. Je préfère le soir. Bon, ok. Nos clients, c'est pareil. Ils aiment bien dire ce qu'ils veulent. Ils aiment bien dire tu me charges plutôt pendant la nuit parce que j'ai tous mes clients pendant la journée. Donc, tu me charges à ce moment-là. Comme ça, si ça se passe mal, ça touchera moins de gens. Donc, même idée. Ensuite, on veut faire des vérifications. Donc, on veut vérifier notre véhicule. On veut vérifier que les roues sont gonflées, vérifier que on a toujours de l'huile. Ça, c'est les vérifications qu'on fait dans la pull request. Donc, James l'a fait tout à l'heure. Il a revu la pull request. Il a vérifié que tout allait bien. On vérifie le contenu de ce qu'on est en train de changer. Ensuite, parmi les dernières choses avant de vraiment démarrer le voyage, on veut que tout le monde soit d'accord pour faire ce voyage. Bon, ça, dans le road trip, c'est simplement rentrer dans le véhicule ou monter sur la moto. Ça, on a le même genre de vérification pour un load. Donc là, c'est notre système interne qui fait les dernières vérifs. Je passe les détails, mais l'idée, c'est qu'il va consulter, par exemple, s'il y a un bout de code, que ce bout de code a été validé par la QA. Et dernière chose, avant de réellement partir,
c'est vérifier si les routes sont encore toutes ouvertes. Est-ce qu'il n'y a pas des routes fermées? Alors ça, vous comprenez bien que c'est un rapport avec le calcul d'impact au début. Si le GPS a besoin de calculer par quelle route on va passer avant de déterminer s'il y a une des routes qui est fermée. Et ben là, de la même manière, nous, on a calculé l'impact par quel client on allait toucher pour pouvoir déterminer si y a un de ceux-là qui éventuellement est en freeze. Donc ce concept qui dit ce client-là, on n'a pas le droit de faire un chargement sur son système en ce moment. Si tout ça est OK, on est parti. Quand on est parti, le GPS, chose qu'il fait en permanence, il nous dit il reste tant de kilomètres à faire et il y en a encore pour tant de temps. Pour un load, même chose, on veut tenir l'information en permanence à jour dans le ticket pour que les opérateurs puissent suivre, ou même les release managers, ou même les développeurs directement, puissent suivre est-ce que c'est encore en cours, est-ce que ça a bien marché, est-ce que ça a échoué, et toutes les informations qu'on a sur le déroulé du chargement. Donc tout ça, on va marquer ça dans le statut du ticket et éventuellement quelques petits commentaires en plus. Et enfin, avant d'arriver, peut-être que ça se passe mal. Donc peut-être qu'au cours du voyage, on va avoir tapé la barrière. Dans ce cas-là, on n'est même pas au courant, c'est pas notre décision, mais l'ambulance, elle nous ramène à la maison. Donc ça, c'est le rollback dont je vous parlais tout à l'heure avec Argo Rollout. Et dernier cas, on arrive bien au bout, on arrive à destination, mais on tombe malade. Donc là, on fait appel à Europe Assistance et on est ramené à la maison. C'est le fallback. C'est le bouton à cliquer pour revenir à l'état initial, celui que tu aimes bien en tant qu'opérateur, cliquer quand les développeurs font un truc qui ne te convient pas. Au moins, c'est simple. Ouais, un gros bouton et on revient à l'état initial. Donc, tu vois, tout ce que tu m'avais demandé, c'est implémenté. Il est où le problème? Ouais, mais moi, j'ai une impression de malaise parce que, en fait, ça fait 20 minutes, on insiste. On dit, voilà, on a tout, c'est censé bien se dérouler. Au final, vraiment, ça s'est mal déroulé. Et puis moi, quand je regarde ce tableau, alors laisse-moi voir, j'ai l'impression que les problèmes principaux, en fait, au niveau de la revue, en fait, on n'a pas eu exactement ce qu'on voulait. Moi, j'ai pas vu qu'on partait avec une roue en moins pour FlyJoe dans ta voiture. Et puis derrière, vu qu'on ne savait pas que c'était FlyJoe, en fait, on n'a pas pu tourner le check. C'est-à-dire on a investi, on a fait une automatisation, ça fait des années qu'on travaille, on a tout. Et là, la seule chose dont on est capable, c'est montrer un build qui est tout vert. On part en prod et quelque part, on n'arrive pas à détecter. En fait, c'est l'impact, Fabrice, c'est l'impact. On est incapable de détecter proprement l'impact dans ce système. Peut-être qu'on n'a pas bien détecté l'impact, ouais. C'est peut-être là-dessus que ça a été problématique. Est-ce que ça veut dire qu'on est aveugle définitivement? Alors, je crois que c'est une des premières fois où, en faisant un post-mortem, j'arrive enfin directement avec la solution. J'ai déjà la solution, en fait, James. Et ça, c'est cool. Ça fait toujours c'est quoi, je vais te montrer. En fait, on a déjà développé ce qu'il faut. Alors, je suis curieux de voir, Fabrice. Ah, c'est la bonne nouvelle. Parmi les mauvaises nouvelles, voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que regarde, la pull request que je t'ai fait émerger tout à l'heure, pour le moment, c'est en dry run. C'est pour ça que ça ne nous a pas empêché de faire le changement. Mais en dry run, on avait déjà l'analyse du changement. Regarde, on avait déjà vu qu'on mettait à jour 4 clients, 4 compagnies aériennes, qu'on faisait des changements sur tous leurs objets. Donc, on voyait par exemple que FlyJoe, là, il est là. On voyait qu'il était en freeze. Donc, en fait, on voyait qu'on n'aurait pas dû faire le changement. D'ailleurs, tu n'as pas remarqué, mais on a touché un autre client. On a touché la compagnie aérienne qui s'occupe de la Coupe d'Europe. Bon, on s'en fout un peu maintenant, mais on l'a touché quand même. Et on s'est même aperçu qu'opérationnellement, FlyJoe, on faisait un truc qui n'avait pas trop de sens. En passant les répliquer à zéro, c'était sans doute pas normal. On l'avait détecté, ça aussi. Donc là, tu vois, c'est en dry run, on ne l'a pas activé. Je pense que vu ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vas vouloir l'activer maintenant, James. Alors, tout de suite, et en fait, ce que ça fera, c'est que ça passera rouge ici. Alors, vu qu'on détecte, on va passer le build en rouge et on pourra même pas merger la pull request si ça arrive. Ça a l'air un peu magique, mais ça a surtout l'air super détaillé. Un peu mieux. Je suis un petit peu curieux. Comment ça marche? C'est quoi le système derrière? Alors, allez. Excusez-moi. On va vous expliquer comment est-ce que ça peut fonctionner. Alors, pour ça, on va revenir à comment fonctionne Argo CD. On l'a expliqué brièvement. Argo CD, ce qu'il fait, c'est qu'il compare en permanence une branche Git et le Kubernetes cluster à l'autre bout. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce qu'il y a dans Git, il détemplatise via son petit moteur, il détemplatise les application sets pour ceux qui connaissent Argo, et les Helm charts, les customize, et ce qui sort en sortie, c'est des YAML. On a des YAML en sortie, et c'est ça qui est appliqué par le cluster Kubernetes.
Une fois que il a fait tout ça, donc la branche, pardon, la branche à gauche, celle qui regarde, on l'appelle la branche dry. Commencez à comprendre pourquoi on parle de concept d'hydration, qui a été introduit donc par Nicolas Moret dans un article de blog qui est cité en haut à droite de Rendered Manifest Pattern. Ça date il y a un peu plus de 6 mois. Vous avez le lien en bas quand on partagera les slides. Et donc cette branche dry qui est à gauche, elle est hautement templétisée. On évite de se répéter. Dry, c'est pour Don't Repeat Yourself. Et donc, on utilise tous les systèmes de templating qu'on peut. C'est une tendance classique des développeurs. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne Argo. Il regarde cette branche, il détemplétise et il applique dans le Kubernetes cluster. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et d'ailleurs, ta PR, elle était super dry. Et oui. Ouais. Et ce qu'on va vouloir, le concept d'hydration qui a été proposé il y a quelques temps, c'est de renverser un petit peu ce pattern-là. On a toujours une branche dry, donc l'avantage pour les développeurs comme moi qui ai fait la pull request tout à l'heure, j'ai vraiment qu'une seule version à changer et pas 50 fichiers dans lesquels je veux faire des changements, donc ça reste, c'est cool. Mais on va avoir un CI engine au milieu qui, c'est plus Argo CD directement qui va regarder la branche dry, enfin pas nécessairement, en tout cas c'est ce CI engine qui lui va faire la détemplétisation de la même manière, il va utiliser Helm, il va utiliser Customize, il va sortir les YAML en sortie. Mais au lieu de juste garder temporairement ces YAML et les appliquer, il va les commit et les push dans une autre branche qu'on appelle justement donc, cette branche hydrated. Et c'est cette branche-là qui va être regardée par Argo. Et ce petit changement de paradigme, ça change tout. Ce que ça change, la première chose que ça change, c'est que je vous expliquais que tout à l'heure, Argo CD passait son temps à détemplétiser, calculer les YAML et comparer avec la production. Il fait ça ultra régulièrement. Si vous voulez avoir un self-healing efficace, il fait ça très souvent. S'il fait ça très souvent, bah, ça requiert beaucoup de CPU. Je crois que James, tu n'étais pas très fan de la quantité de CPU qu'on brûlait dans le public cloud. Tout à fait. Tout à l'heure, ça a fait fumer ma tête de comprendre comment c'était passé, mais les serveurs, ils fument aussi, côté Argo CD, donc c'est important. Et le prix va avec, ouais. Exactement. Donc là, on n'aura à le faire qu'une fois en fait, parce qu'on va avoir un système de hook, le CI engine va détecter le changement, va committer et pusher les YAML, et dans la branche hydrated, on les aura qu'une seule fois. On aura fait la détemplétisation qu'une seule fois. Et Argo CD n'aura plus qu'à regarder directement les YAML. Donc il aura une quantité importante d'objets, mais c'est tout, quoi. Il n'aura plus le CPU à brûler. Et l'autre avantage, non des moindres, c'est que ça résout tous les problèmes qu'on a eu pendant la démo. C'est-à-dire qu'au niveau de la revue, on va pouvoir aller regarder directement les YAML. Alors certes, ça va être verbeux, il va y en avoir pas mal de YAML, mais par contre, on va s'apercevoir exactement de ce qui est changé. Si on a 4 clients, ben, dans les branches hydrated, on va avoir les 4 séries de YAML, donc on va très bien voir qui va être touché par un changement, ça va être très explicite. Et l'automatisation, ben, pareil, pour le freeze, on va très bien voir que ben, ça touche un des YAML de FlyGO, donc il ne faut pas faire ce changement parce que FlyGO est en freeze. Donc ça va simplifier énormément la donne. Alors, je crois tout à fait, parce que ça veut dire aussi que tu vas, toi, en tant que dev, pouvoir voir exactement ce que tu impactes aussi avant de lancer la revue au niveau du board. Exactement. Ça va simplifier les reviews. On garde l'avantage du dry model et l'automatisation va pouvoir fonctionner enfin correctement sur des données explicites. Et tu sais que j'aime bien ce qui est explicite, moi. Et tu veux une bonne nouvelle? Je peux te montrer à quoi ça va ressembler. Alors, je veux bien savoir à quoi ça va ressembler, mais ça n'existe pas encore, c'est ça? Alors, presque. Je vais t'expliquer après où on en est de cette partie-là. Mais ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc, on va avoir un diff qui, cette fois, est un diff, pas du Helm chart, de juste un numéro de version, mais vraiment le YAML éclaté. Enfin, la liste de YAML. Donc là, on a tous les YAML. Alors du coup, c'est un peu verbeux. Vous voyez, même sur cet exemple ultra simple, il y a pas mal de YAML. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que c'est chaque élément qui a été changé. Donc là, c'est des labels. Donc ça, c'est un changement de version de 32 à 33. OK, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on va voir le changement de réplica. Donc pour un client donné, on va savoir exactement la ligne qui est changée. Donc là, ça va être très explicite. La revue va être beaucoup plus simple, beaucoup plus juste surtout. Donc, pardon, je reviens au slide. Et donc sur les slides, ça, tu disais, est-ce que c'est juste un rêve? Quand est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Ben, c'est pas juste un rêve. Nous, on a commencé, je t'ai montré tout à l'heure qu'on a le système d'ores et déjà en dry run, mais qui fonctionne un peu différemment. Mais en fait, c'est un travail qui est en train d'être effectué côté communauté Argo CD. Donc, il y a Michael Crenshaw qui a d'ores et déjà ouvert depuis un petit temps maintenant une pull request sur le repo Argo CD que vous avez là et vous aurez le lien en bas. Et cette pull request définit toutes les spécifications de comment faire cette hydration.
Donc, le but, c'est de l'implémenter directement dans Argo CD. Dans le CI Engine que je vous ai montré sur le slide précédent, le but, c'est d'avoir Argo CD qui fait directement cette partie-là et qui directement remplit des branches hydrated. Pour ceux qui connaissent Argo CD, donc ça, c'est un manifeste d'Argo CD, une application qui est l'élément le plus classique d'Argo CD. Vous pouvez voir un élément qui est la première branche, la branche dry. Ça existait déjà sur Argo CD. Vous aviez déjà une référence vers une branche, et ce qu'on peut considérer comme la branche dry. Mais ce qu'il propose d'ajouter, c'est une deuxième branche, c'est la branche hydrated. Donc la branche vers laquelle Argo va faire un push de tous les manifestes. Donc ça, c'est le changement le plus important que ça amènerait. Et donc ça amènerait tous les bénéfices dont on a parlé. Mais ça amènerait aussi un autre bénéfice, si vous réfléchissez bien. Si vous réfléchissez bien, chaque application, on va éventuellement pouvoir décider de l'envoyer vers une branche d'hydration différente. Et ce que ça permet, ça permet un processus de promotion. Vous êtes sans doute comme nous à ne pas avoir qu'une seule phase, donc à développer sur votre laptop et directement envoyer ça sur la prod. Vous avez sans doute des systèmes de test et des niveaux de phases différentes. Donc nous, on a très souvent au minimum dev, test, puis prod. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir, et ça c'est prévu, je n'ai pas montré les manifestes ici et les spécifications de Michael Crenshaw, mais on va pouvoir définir en YAML quels sont tous les prérequis pour passer d'une phase à une autre. Et vu qu'Argo CD sait faire des commits et des push, il va pouvoir de lui-même regarder les critères et déterminer s'il doit faire le push vers la phase suivante. Donc si dev est fini et que tout s'est bien passé, on va pouvoir passer à test. Si test, par exemple, il y a le bon job qui a bien tourné comme il faut, on va pouvoir passer à prod. Donc on va pouvoir automatiser toutes nos phases et tout notre cheminement vers la production. Est-ce que ça veut dire, Fabrice, que tu vas enfin te mettre à tester avant d'envoyer à prod? Alors, James, je te l'ai déjà dit, on testait déjà. Je sais que toi, tu vois que les problèmes en tant qu'opérateur, mais on teste déjà avant d'arriver en prod. C'est juste que maintenant, ça sera automatisé et explicite, et on ne pourra jamais oublier de le faire. Promesse. Ouais, c'est ça. Alors, allez, pour conclure, il nous reste que quelques minutes. James, toi qui es l'opérateur de ce talk, après quelques années à aller vers GitOps, qu'est-ce que tu en retiens? Alors, tout d'abord, la migration vers GitOps, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande pour tout le monde, tous qui travaillent, pas que Amadeus, vraiment pour toute l'industrie. C'est quelque chose qui nous a apporté beaucoup au niveau des revues opérationnelles. Et ce qu'on avait déjà l'année dernière, c'est-à-dire sans l'hydration, nous a déjà permis de gagner énormément de temps, faciliter les échanges et effectivement avoir quand même des checks. Là, on en a vu un qui n'est pas passé, mais il y a beaucoup de choses qui se sont très bien déroulées. Le modèle GitOps permet un empowerment aussi au niveau des développeurs et on a eu en fait une adoption massive de GitOps à tel point que les développeurs se sont mis à coder. Donc on a vu les M templates, mais il faut savoir qu'on peut faire du if, du if and else, on peut mettre des helpers, etc. Donc on peut rendre en fait l'utilisation des templates vraiment très complexe. Donc c'est du code. Il faut comprendre que ce code, il n'y a pas forcément facilement des tests unitaires dessus. Donc on peut produire des choses qui ne sont pas, comme on a vu, conformes à ce qu'on souhaite faire en production. Et là, en fait, on a souffert, nous. Alors, on a souffert réellement. Là, on vous a présenté une démo, mais c'est des KRL qui se sont produits. Donc, on est en décembre, janvier l'année dernière. On s'est aperçu que ce qu'on avait mis en place, basé sur le GitOps, quelque part, nous, en tant que reviewer et l'automatisation qui était derrière, devenait aveugle. Parce qu'on n'était pas capable en fait, de suivre en fait, ce qui était réellement déployé. Donc, on avait un gros problème au niveau de la détection d'impact. Donc, c'est pas un fake, c'est vraiment arrivé. Donc, le nerf de la guerre, qu'est-ce que c'est? Si on doit insister sur une chose aujourd'hui, et si vous avez des modèles GitOps en place chez vous, faites attention à la détection de l'impact. C'est vraiment là que vous allez gagner ou perdre la bataille, une des grandes batailles. Donc, une des solutions, on le voit ici, c'est l'hydration. Donc, on a parlé d'Argo CD, de ce qui allait être disponible peut-être du coup l'année prochaine. C'est valable pour les scripts custom aussi. Si vous faites de l'automatisation, si vous avez un problème à un moment donné dans votre modèle GitOps, posez-vous et dites-vous, est-ce que par hasard, il ne me manque pas une étape, alors d'hydration, appelez comme vous voulez, mais en fait d'explosion, d'être explicite au niveau de ce que vous allez déployer. Donc l'hydration est vraiment en fait une petite révolution chez nous. Donc on l'a déjà, vous l'avez vu, ça fonctionne vraiment. Alors on l'a pas, là on est en attente de l'industrie, on va se réaligner du coup sur ce que font Argo CD.
Mais chez nous, ça marche très bien. Fabrice, est-ce que tu voulais ajouter d'autres points, toi? Ouais, il y a d'autres trucs qu'on veut profiter pour changer au cours sans doute cette adoption de ce que nous fournira Argo CD. On va en profiter pour passer en système asynchrone. Jenkins, on vous l'a montré, on utilise Jenkins aujourd'hui. Jenkins, je ne sais pas si vous l'utilisez en opération, mais c'est pas la panacée dans un environnement comme ça. Et du coup, on aimerait bien quitter ça et partir sur un système d'événements et asynchrone. Ça va avoir de nombreux avantages. Découpling, la réactivité, la reprise sur erreur. Et pour vous donner un exemple concret, par exemple, on a parlé pas mal de freeze pendant cette présentation. Aujourd'hui, pour un freeze, si c'est un Jenkins qui tourne, si quand on crée la pull request, il n'y a pas encore de freeze, et si quand on la merge, entre-temps, il y a eu un freeze, malheureusement, avec Jenkins, on va juste avoir un build au moment de la création de la pull request, et éventuellement un autre build au moment du merge, mais on n'a rien entre les deux. Et donc, du coup, on va avoir mergé un truc qui, en fait, on n'aurait pas dû merger. Si on est en système asynchrone, en fait, toutes les API des systèmes Git, que ce soit GitLab, GitHub, Bitbucket chez nous, permettent de changer le statut d'un build via API. Et donc, si on a un système asynchrone, dès l'instant où il y a la déclaration d'un nouveau freeze, on pourrait avoir un outil qui va changer le statut des builds de toutes les pull requests qui touchent quelque chose qui est en freeze. Donc, ce système asynchrone serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste, nous permettrait de faire beaucoup moins d'erreurs et serait beaucoup plus simple à comprendre. L'autre avantage évident, c'est que ça devient extensible. Vu qu'on a un système d'événements, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui écoute l'événement qui va bien, qui mette à jour le statut, et du coup, il peut s'insérer dans le système de vérification. Allez, un dernier mot pour dire qu'on a été ultra content cette année de voir qu'en fait on allait exactement dans la même direction que l'open source. On vous l'a montré tout à l'heure. En fait, les problèmes dont on a souffert, on n'était pas les seuls, et il y en a peut-être sans doute parmi vous qui souffrent exactement des mêmes choses. Donc nous, on a cherché à les résoudre et ensuite on s'est aperçu que l'open source travaillait exactement dans la même direction. Pour la petite info, c'est au cours d'une conférence comme celle-ci qu'on s'en est aperçu, où on a rencontré Michael Crenshaw. Et du coup, ça va nous permettre de travailler avec l'open source. Alors là, le travail avec Michael Crenshaw était un petit peu en veille le temps de préparer cette présentation, mais je vais reprendre ça rapidement et me remettre à travailler avec lui pour aller dans la même direction et implémenter les mêmes solutions et, je l'espère, l'aider au maximum. Voilà. Merci. Le feedback. Alors, on a encore, je crois, 3 minutes, 20 secondes pour les questions. Oui. Alors, en principe, non. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va modifier le système dry, il va y avoir l'équivalent. En fait, on va avoir une relation de 1 pour 1 entre un commit fait au niveau du dry model et l'itération correspondante. Donc, ce que tu vas pouvoir suivre au niveau de la traçabilité, par exemple, tu vas pouvoir faire un git blame sur le passage à 0 de ton instance. On peut imaginer ça. En fait, tu vas retrouver le commit que tu vas pouvoir relier derrière à ce qui a été fait côté dry en relation 1 pour 1. Donc, on n'est pas censé perdre en traçabilité avec ça. Au contraire, on va en gagner. Enfin, elle va être plus évidente. Elle était déjà là. On va la garder. La clé pour comprendre ça, c'est Michael Crenshaw, de la manière dont il l'a défini. En fait, quand ça détemplétise et que ça hydrate dans la branche d'hydratation, il push aussi un fichier de metadata qui dit d'où vient le changement. Donc, en fait, il donne les commandes. Il va mettre dans un README, en fait, dans un point MD. Il donne les commandes qui ont amené à la détemplétisation. Donc, il te permet de refaire la même détemplétisation et avec les mêmes paramètres bien comme il faut. Et il te dit de quel repo ça vient et de quel commit ça vient. Donc tu la gardes complètement, cette traçabilité. Il le met dans un README et dans un JSON pour qu'il y ait des automatisations qui puissent lire le JSON. Tout à fait. Alors, c'est une très très bonne question. Alors, déjà, il faut savoir que nous, on fonctionne avec des systèmes de labels. C'est-à-dire que quand on va déployer, donc au niveau de ce qu'on définit, les namespaces, les pods, les déploiements, en fait, on les relie directement dans les objets OpenShift. On rajoute des labels qui nous permettent de savoir quels sont les clients derrière qui vont être impactés par les applications.
Donc grâce à ça, et grâce à l'hydration surtout, on est capable facilement du coup de revenir, tiens, ce déploiement avec 0 instance, c'était FlyJo. Donc on l'affiche sous forme de résumé, c'est-à-dire que nous, on n'a pas une hydration aujourd'hui sous forme de branche, hein, ce qui sera délivré par Argo CD. Donc on a plutôt une analyse statistique avec un résumé qui s'affiche, qui est le fameux tableau. Derrière, on a des checks qui sont censés vérifier les freezes. Donc c'est vrai qu'on a des systèmes avec des bases de données chez nous qui définissent à côté, en fait, tiens, je sais que ce client-là, FlyJo, ne doit pas être déployé pendant cette période. Et donc, il y a des checks, je disais que Jenkins était versatile. Bon, là, c'est des checks, du coup, qu'on fait tourner sur l'hydration, mais qui vont devenir se connecter à ce système en disant, voilà, est-ce qu'un des clients impactés doit être déployé ou pas? Après, c'est quelque chose de très simple. Je reviens sur la détection de l'impact. Au final, c'est vraiment juste une liste de choses qui vont changer. Donc, c'est des listes de customers. Ça peut être aussi des listes d'infrastructures qui vont être touchées. Très souvent, on a les deux d'ailleurs. Aujourd'hui, on a notre détection, elle est basée sur le namespace principalement, OpenShift. Donc en fait, il faut imaginer que derrière, on a une immense base de données avec tout l'arbre de tous nos systèmes. Et donc pour un namespace, on sait quels sont les clients qui sont derrière. C'est de la topologie après. Mais au moins, voilà, on relie les deux. Tu as besoin de l'avoir du coup. Soit tu le fais qu'avec des labels et tu peux directement obtenir l'information. Si tu as besoin de faire des corrélations base de données derrière avec toute ta topologie, elle est nécessaire. Oui, Vincent. Alors, en effet, j'ai fait un revert. Dans la vraie vie, il ne faudrait pas faire comme ça. Je l'ai fait pour les biens de la démo. Mais alors, c'est toujours en questionnement. C'est sûr que si tu as plusieurs avantages et inconvénients, je pense. Si tu fais vraiment le même process que tu fais quand tu fais un load, peut-être qu'il va falloir te donner aussi une porte de sortie parce que peut-être que ce process, il peut plus passer parce que justement, tu as un problème là actuellement. Ou peut-être que tu veux le faire très très vite, donc tu veux zapper tous les checks. Mais peut-être que c'est plus rigoureux de refaire quand même les choses correctement. Donc, je crois qu'on hésite encore un petit peu entre les deux modèles. Est-ce qu'on débraye toutes les vérifications quand on est en fallback ou est-ce qu'on les laisse parce que c'est quand même, en théorie, utile? Pas de réponse très, très claire sur ce point-là. Par contre, on a un vrai bouton rouge, hein, celui que vous avez vu pour les opérateurs. En fait, voilà. Quel que soit ceux qui se tournent derrière, en fait, il faut qu'opérationnellement, ça reste simple et rapide. Ça, c'était la question que je voulais pas, on avait dit. Non. Alors, c'est vrai que là, on a fait un déploiement applicatif, donc il marche très bien avec le modèle GitOps, puisque vous l'avez vu, en fait, on est sur du Kubernetes. Donc derrière, revenir en arrière, c'est facile. C'est pas toujours le cas en fonction de ce que vous déployez. Et quand on fait de la base de données, effectivement, il faut que ça fasse partie de votre modèle. Donc c'est métier, hein, il faut que ce soit prévu par le métier, le pouvoir faire la possibilité de faire le fallback. Là, en fait, c'est très important que l'action de fallback trigger la chaîne de fallback. Et malheureusement, la réponse à cette question est complexe, surtout quand on parle de base de données, parce que ça dépend, est-ce que votre base de données, elle est dans voilà. En gros, quel est le système de recovery prévu par votre application pour la base de données? C'est vrai qu'on ne répond pas à cette question aujourd'hui, techniquement. Hein. On a dit qu'il fallait l'ADN complet. Mais il faut c'est ça qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'il faut l'ADN complet. Si tu n'as pas l'ADN complet, si ta définition n'est pas complète quand tu donnes le guide status précédent, enfin le guide commit précédent, donc typiquement pour une base de données où tu aurais besoin de scripter le fallback, ce qu'il faut, c'est que tu aies un système où quand tu reviens sur le commit initial, ça fait le revert, ou ça remet la database dans l'état où elle devait être, quelque chose comme ça. Si tu n'as pas ça, c'est tout de suite plus compliqué. Il faut jouer avec des systèmes avec les jobs, des jobs Kubernetes qui vont détecter les bonnes choses. Ou l'autre chose qui était recommandée, c'est de traiter toute ta base de données, le life cycle de ta base de données avec ton applicatif. On ne l'a pas appliqué, mais c'est dont j'ai entendu parler, je trouve ça assez malin. C'est si tes chargements database, tes changements de version, tu les gères au niveau de ton applicatif, quand tu loads la version suivante, il fait la mise à jour de tes datas, par exemple, il charge les nouveaux scripts, etc. Et quand tu reviens à la version précédente, peut-être qu'il rétablit, tu as prévu dans ton code de démarrage de ton applicatif de revenir à l'état qui convient.
C'est une question complexe, quoi qu'il arrive. Donc, il faudrait vraiment regarder ensemble le cas précis. Oui, pardon. On aurait pu. Alors, la réponse courte, c'est pour avoir la traçabilité. C'est-à-dire que si tu le fais avec Argo, alors il y a plusieurs trucs. Il y a, si je me souviens bien, si tu fais ça dans Git, tu as toujours la même chose quand tu fais ça dans Argo, il ne fait pas de commit dans ce cas-là. Et ça, c'est quelque chose qui me semble... il y a plein de tendances dans Argo CD où tu dis, bah attends, je peux le faire, je peux résoudre mon problème en faisant cette opération-là dans Git, dans Argo CD. Donc il y a en effet le rollback, mais dans ce cas-là, tu perds que ton Git est synchronisé, tu perds ta traçabilité et tout le process que tu as voulu faire autour. Ça, c'est le premier point. L'autre truc qui arrive assez souvent, c'est les gens ont tendance à enlever la synchronisation en disant, par exemple, là, je vous ai dit, on fait une série de vérifications avant de faire le chargement dans Argo. Il y a plein de gens qui se disent, ah bah je vais enlever le sync, l'auto-sync d'Argo CD, et puis c'est moi qui vais cliquer sur sync quand ça va être bon. Ben, en fait, tu viens de quitter le pool model. Tu viens de revenir en mode où c'est toi qui déclenche les loads. Donc, tu n'as plus les bénéfices du modèle GitOps. Donc, il y a plein de petites choses comme ça où si tu les fais directement dans la UI d'Argo CD, ben, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure décision finalement. Ça te permet de le faire, ça c'est vrai. En recovery immédiate, c'est une bonne idée. Tu es pressé, tu veux vite revenir et sauver ta prod, oui, non, là sans doute, et tu remets derrière. Mais attention, il faut avoir la rigueur de remettre derrière. Si tu as les bons process, tes opérateurs surveillent les out of sync et le remettent, ça peut marcher en effet. C'est ça. Est-ce que tu es sûr et certain que personne va le faire? Ouais, c'est ça, c'est ce genre de truc. Il Ou est-ce qu'il n'y a pas bien le quelqu'un faire. qui va merger une pull request qui de toute façon va le régénérer, tu vois? Il ne faut pas perdre la traçabilité. Quoi que tu fasses, en fait, il faut t'assurer que ce soit là. La recommandation de base, elle est plus facile à suivre. Après, ça dépend de la façon dont on utilise Argo CD. Nous, on gère avec les droits, c'est-à-dire qu'on va avoir très peu de personnes qui vont pouvoir aller cliquer dans la UI, alors que par contre, les opérations Git, il y a plus de personnes qui vont y avoir accès. Donc, du coup, un opérateur qui veut sauver la prod, il va peut-être cliquer rollback, en effet. Mais par contre, le développeur qui est là à suivre n'aura peut-être pas le droit de le faire. Une question là aussi. Deux questions. Alors, le but, c'est que ce soit une fuite en avant. Dans la spec que propose Michael Crenshaw, le but, c'est que ce soit systématiquement une fuite en avant, donc on évite de revenir en arrière. Ouais. Et du coup, c'est en fait ton fixe que tu vas devoir amener en premier avant de pouvoir continuer la suite. Et voilà, c'est comme ça que c'est proposé pour le moment. Après, c'est vraiment des choses qui n'existent, qui sont en train d'être mises en place. Donc, en fait, suivez les topics. C'est un topic très intéressant. Donc, si vous avez, je ne dirais pas du temps à perdre, parce que c'est du temps important, hein, mais n'hésitez pas à suivre ce que fait Michael Crenshaw. Il y a des discussions en cours, il peut y avoir des remarques aussi. En tout cas, un Slack ouvert, la discussion est en cours, ouais. Aujourd'hui, c'est réentrant. Donc, au niveau de notre système, c'est-à-dire que quand tu builds une deuxième fois, en fait, ça ne va pas refaire un merge avec autre chose, parce que le diff est nul à ce moment-là. Donc, la réentrance est très importante. Hein. Ne serait-ce que parce que, effectivement, des choses peuvent mal se passer. Vous m'avez prié pendant la démo? J'ai prié un petit peu. Non, il y a toujours quelque chose qui peut mal se passer, une interaction qui s'appelle un timeout avec un des systèmes de check, par exemple. Ça peut arriver. Donc le rebuild doit fonctionner, mais si le rebuild a déjà eu lieu, il ne faut surtout pas qu'il introduise un deuxième changement. Donc par design, ça doit être quelque chose de vérifié au moment où vous mettez en place ce type de CI/CD. Et si vraiment tu sais qu'un autre push recasserait ta prod, il faut rentrer en freeze. C'est là où il faut utiliser le système de freeze et pouvoir très facilement déclencher le freeze et dire bah attends, là il y a un truc qui s'est mal passé. Il faut qu'on fasse un certain nombre de recovery. Et du coup, tu freezes pour pouvoir faire cette recovery. Mais il faut que ce soit simple à faire, du coup.
bon. Allez. Et Mickaël, on arrête. Dernière, oui, en effet. Merci. Au contraire, on veut pas. C'est-à-dire que tu peux le faire, notamment les load windows, tu as le même concept, parce que finalement le concept de load window est très similaire à celui de freeze. Les load windows, ça existe déjà, hein, c'est la même remarque pour le rollback. Les load windows existent côté Argo, mais le problème c'est que tu n'as plus la traçabilité. Donc typiquement, tu as mergé ta pull request, mais en fait elle n'est pas appliquée. Ça c'est compliqué à suivre si tu as de l'automatisation ou des trucs comme ça, ou pour éviter de faire une erreur par-dessus une erreur, ça ne résout pas le problème. Donc c'est l'inverse, on veut volontairement le remonter le plus haut possible, le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on veut le remonter au niveau du statut, du git status. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je crois. On reste là. On va tous aller s'hydrater.